Si je vous disais que pour devenir un génie, si vous avez ce désir-là peut-être, je l'ai vu, je l'ai déjà eu, de devenir un génie, devenir un maître dans votre discipline, devenir une personne d'exception dans ce qui vous passionne ou dans votre métier, dans votre profession. Ben Malcolm Gladwell, en 2008, il a écrit un livre qui s'appelle Outliers et il nous a dit, grosso modo, dans son livre, si tu veux devenir un génie, si tu veux devenir un maître, tu dois accumuler le chiffre magique de 10 000 heures de pratique. Et il va donner l'exemple de Tiger Woods, il va donner l'exemple des Beatles, des sœurs Serena Venus Williams, et j'en passe, tous ces gens-là, comme ils ont commencé très, très jeunes, je pense à Mozart, à Beethoven, ils ont commencé tellement jeunes que dans leur adolescence, ils avaient l'étiquette d'être génie. Pourquoi? Parce qu'ils s'approchaient de la barrière du 10 000 heures. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui Mozart, on se dit que c'est un génie. Mais dans le fond, quand Mozart a commencé à composer ses propres pièces, ben, il n'y en a aucune dans les premières années qui a passé la barre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore atteint l'étape du génie. Ce qu'on écoute aujourd'hui de Mozart, c'est ce qu'il a fait après son 10 000 heures de pratique intensive. Juste pour vous mettre en contexte, 10 000 heures. 10 000 heures, ça peut représenter quoi? C'est un beau chiffre, hein, 10 000 heures. Ben, imaginez que le travail que vous le faites 20 heures par semaine, seulement 20 heures, et vous consacrez l'autre 20 heures pour une semaine de 40 heures de travail à une discipline, à un sport, à un art, peu importe c'est quoi. Et que vous faites ça pendant 50 semaines de l'année, vous allez accumuler dans votre année 1000 heures. 1000 heures sur votre discipline, ce qui est énorme. Hein, vous passez la moitié de chaque semaine à pratiquer ce qui vous passionne. C'est énorme. 20 heures dans une semaine. Et vous faites ça pendant 10 années. 10 ans à travailler 20 heures par semaine sur une chose que vous aimez. Donc, vous voyez, la tâche, elle est colossale. Elle est colossale. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui atteignent le statut de génie. Enfin, c'est ce que Malcolm Gladwell nous enseigne. Ben, il y a un type, comme dirait Elvis Gratton, un Américain. Ben, il y a un Américain, lui, qui a décidé, qui s'appelle Dan McLaughlin. Il a décidé, ce type-là, de dire, ben pourquoi pas moi? Pourquoi que je n'essaierais pas ce que Malcolm Gladwell nous enseigne de faire 10 000 heures dans une discipline? Dan McLaughlin, c'est un photographe commercial. Il avait perdu la passion de son métier. Il n'avait jamais touché au golf de sa vie. Et il a décidé de devenir un maître dans le golf. Il a décidé, pourquoi pas investir 10 000 heures. Comme je vous le dis, 10 000 heures, c'est énormément d'heures. Ça veut dire que tu te consacres pratiquement à temps plein à quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Puisque tu n'as pas commencé dans ton enfance, tu n'as pas accumulé des heures et des heures pendant que tu étais jeune. Donc, il voulait un peu démontrer, il voulait essayer de voir si ça tenait la route, cette affaire-là du 10 000 heures. Le 5 avril 2010, et je lis ce qui est écrit sur le blog de Dan McLaughlin. Je suis allé à l'extérieur, j'ai joué pour 2 heures, j'ai pas encore mes bâtons, mais ça compte quand même comme un départ. Il me reste 9 998 heures. Dan McLaughlin, en passant, il est devenu un peu à l'époque viral sur le web. Ça s'appelle The Dan Plan, le plan à Dan. Hein, le plan d'investir 10 000 heures dans le golf pour, peut-être, espérons-le, la crème de la crème, les génies sont où dans le golf? Ils sont à la PGA. Est-ce que Dan, un gars qui n'a jamais tenu des bâtons de golf dans ses mains, pourrait atteindre la PGA un jour? Alors, c'était la prémisse de départ. Et je vous passe un peu, là, je vais aller un peu en accéléré, vous raconter l'histoire du plan à Dan, du 10 000 heures, puisqu'il n'a pas pu se rendre à ces 10 000 heures. Et là, je viens de vous faire dégonfler votre ballon, mais écoutez bien son histoire, là. Fin 2012, 31 décembre 2012. Donc, on part jour 1, 5 avril 2010, 31 décembre 2012. McLaughlin avait un handicap de 5,9. C'est un chiffre que seulement 6% de la population des golfeurs vont obtenir dans leur vie. Seulement 6%, 31 décembre 2012.
Et puis, il va écrire sur son blog cette journée-là, superbe journée de fin d'année. J'ai retrouvé mon mojo après quelques parties difficiles. Les terrains sont gelés. Il y a eu de la neige aujourd'hui pendant que je jouais. Mais je suis bien, je suis heureux. Il me reste 6310 heures. Donc, on peut sentir, hein, juste quand on regarde la météo qu'il nous décrit, que quand tu vas jouer au golf, après plus de 2 ans et demi, il faut que tu aies un niveau de motivation excessivement élevé quand il fait aussi froid. Il neigeait. Là. Et notre ami Dan, l'Américain, il était sur le terrain de golf là, le 31 décembre 2012 avec son handicap de 5,9. Fait qu'après seulement là, 3690 heures, quelqu'un qui n'avait jamais tenu des bâtons de golf dans ses mains faisait partie de 6% de la population des golfeurs. C'est vraiment... ça me fascine, moi, de lire cette histoire-là. Puis, le 13 avril 2015, OK, on parle à peu près de un an plus tard, notre ami venait de briser le mur du son, si on peut le dire, dans le golf. Il était rendu avec des statistiques qui le mettaient dans le 1% de la population des golfeurs. Donc, de 2010, avril 2010, 5 avril 2010 ou 13 avril 2015, disons 5 ans, il est tombé dans le 1%, dans le 1% de la population. Et ça a marqué aussi en même temps le début de la fin, puisque comme son corps n'avait jamais joué au golf, ça l'a amené à faire des mouvements qui ont usé des parties de son corps et il s'est mis à avoir des problèmes de santé importants. Et il a reçu toutes sortes de traitements. Certains ont duré longtemps. Il a dû arrêter de jouer au golf, reprendre. Il n'a jamais pu terminer son 10 000 heures. Mais il nous a laissé avec des réflexions que je trouve vraiment fantastiques. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Parce qu'il disait, quand j'ai commencé ça, là, c'est dans une entrevue qu'il raconte ça. Il dit, quand j'ai commencé ça, dans le fond, là, moi, là, je voulais pas faire la PGA. Moi, ce que je voulais, là, c'était inspirer les gens. Inspirer les gens à croire en leurs rêves et surtout inspirer les gens à développer leur potentiel. Et à mesure que mon plan, le Dan Plan, est devenu populaire sur le web, ça l'a attiré l'attention, il s'est mis à avoir des entrevues, partout où il allait jouer, il y avait des spectateurs qui allaient le voir, tout le monde était un peu inspiré. Et c'est là que j'ai perdu ma passion. Parce qu'il dit, à partir de ce moment-là, je me suis mis à courir après une chose, les chiffres. Je me suis mis à courir après les statistiques. Et j'ai complètement oublié pourquoi. J'ai complètement oublié pourquoi j'avais débuté ça. Et ça, pour moi, là, c'est le plus gros message du Dan Plan. On se perd trop souvent dans nos vies. On se perd pourquoi? Parce qu'on perd contact avec le pourquoi. On perd contact avec on est qui. On perd contact avec notre potentiel. On finit par se saboter, on finit par croire que bon, je suis rendu trop vieux ou encore j'ai pas ce qu'il faut. On finit par se limiter par tellement de croyances, par tellement de choses. On finit par croire toutes nos histoires, on finit par croire les histoires des autres et on finit par accepter que c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout, il n'y a rien à faire. Et ça m'inspire énormément, vous savez, parce que j'ai lu vraiment au complet son histoire à Dan McLaughlin. Et il raconte d'ailleurs, il dit, ça m'a rendu un peu... j'ai rencontré tellement de gens, j'étais devenu un peu une vedette. Pas parce que j'étais un golfeur de la PGA, je ne l'ai jamais fait, la PGA, je ne la ferai jamais. Mais il dit une chose est sûre, je suis devenu un meilleur homme, je suis devenu un meilleur humain à travers ça, parce que j'ai appris beaucoup, j'ai appris à faire face à des obstacles, j'ai appris à garder ma motivation dans la douleur, j'ai appris à faire face à l'adversité. J'ai eu la chance d'inspirer plein de gens, mais en même temps, j'ai appris que je me suis perdu. Et le message aujourd'hui du 10 000 heures ou du Dan Plan,
c'est un peu celui-ci. Est-ce que vous n'êtes pas, tous et chacun d'entre vous, un peu perdus dans une sphère de votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas une sphère de votre vie qui doit être reconnectée? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de votre vie que vous devez retourner au pourquoi? Pourquoi je fais ce travail-là? Pourquoi je pratique cette profession-là? Pourquoi je me passionne pour mon métier? Pourquoi je suis avec tel partenaire de vie? Pourquoi j'ai voulu avoir des enfants? C'est ça, un peu revenir à l'essence de ce qu'est la vie. Et derrière le 10 000 heures, 10 000 heures, dans le fond, ce chiffre-là, pour moi, ce qu'il veut dire, si j'aurais à mettre un mot, 10 000 heures est égal à quoi? 10 000 heures est égal à passion. À quel endroit je peux rallumer la passion? À quel endroit je peux mettre de l'air sur la braise, rallumer le feu? À quel endroit je dois me déconnecter un peu de la performance à outrance? Parce que je suis peut-être rendu une étape dans ma vie où je sacrifie trop de choses dans ma vie, que ce soit dans ma santé, dans mes relations, parce que je cours après soit un gain financier, ou bien je cours après les projecteurs parce que je veux être le meilleur dans mon métier. Je cours après des chiffres, des indicateurs de performance dans mon travail, qui fait que je me rends compte aujourd'hui que c'est lourd à porter tout ça. C'est de se reconnecter avec l'essence même de qui on est. Pour pouvoir aussi croire que développer son potentiel, c'est toujours possible. Évidemment, le 10 000 heures, c'est excessif, vous allez me dire, mais c'est pas tant l'excès qui est le message dans ce plan-là que de dire à quel endroit dans ma vie je peux revenir, je peux me reconnecter, je peux revenir à l'essentiel, aller dans la bienveillance, éliminer un peu la performance à outrance. Vous savez, j'utilise beaucoup le mot productivité ou le mot performance, mais en même temps, on vit dans une société où parfois ces mots-là, lorsqu'ils sont mal interprétés, peuvent avoir une connotation excessivement négative. Parce qu'il y a des gens qui en ont abusé, ils ont abusé de leur productivité, ils ont abusé de leur performance. Et ça les a amenés dans une zone où ils ont coupé des relations, ils ont coupé sur leur santé. Et aujourd'hui, ils en paient le prix. Ou s'ils n'en paient pas encore le prix, ben c'est comme inévitable, ça va arriver un jour. C'est donc de se recalibrer. Derrière le 10 000 heures, ce que moi j'entends, c'est comment je peux me recalibrer dans les différentes sphères de ma vie pour exprimer mon potentiel, mais exprimer mon potentiel d'une façon où je me sens accompli. Vous savez, si vous avez de la richesse dans vos relations, si vous avez de la richesse dans votre santé et que vous prenez soin de vous et des gens autour de vous, l'abondance financière est moins importante. Absolument qu'elle va apporter une touche de bonheur. Lorsqu'on en a de l'abondance financière dans sa vie, ça va amener notre niveau de bonheur peut-être à un autre niveau. En tout cas, ça a la capacité de le faire, c'est clair. Mais le fondamental n'est pas nécessairement là. Donc, à quel endroit, derrière le Dan Plan, vous pouvez peut-être vous-même vous reconnecter? C'est le message que je voulais vous passer à travers cette magnifique leçon du Dan Plan de Mr. Dan McLaughlin. Salut tout le monde. Ciao.